Je m'appelle Nadia Lawar et je suis substitut au parquet général de Liège. Je suis aussi coordinatrice du réseau d'expertise criminalité contre les personnes. Donc c'est un réseau d'experts qui réunit non seulement des représentants du ministère public, mais aussi des représentants de la police, de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, des maisons de justice, d'autres acteurs, et qui se charge de préparer la politique criminelle menée par le Collège des procureurs généraux dans la matière de la criminalité contre les personnes, et donc notamment les violences contre les femmes de façon générale, notamment. Donc la Convention d'Istanbul, elle vise la lutte contre les violences faites aux femmes, toutes les formes de violences faites aux femmes et la violence domestique. Et donc, elle définit les violences de genre comme les violences qui sont faites aux femmes parce qu'elles sont des femmes, ou en tout cas qui touchent de façon disproportionnée les femmes. Donc c'est vraiment un champ très très large. Et en réalité, nous, on intervient déjà sur un certain nombre de phénomènes au niveau du Collège des procureurs généraux. Il y a un certain nombre d'outils qui existent pour lutter, par exemple, contre les violences conjugales. On a une circulaire du Collège des procureurs généraux, on dit colle, on les connaît par leur numéro, donc la colle 4/2006. Elle définit vraiment un véritable modèle de prise en charge de ce genre de dossier. C'est une colle qui a déjà un aspect très multidisciplinaire et qui va définir un modèle d'intervention qui préconise une réaction systématique, rapide, mais aussi adaptée à la situation, avec donc un regard pluridisciplinaire en matière de violence de couple. Il y a aussi... on a renforcé encore cette approche, on a accentué encore l'aspect protection des victimes avec une colle plus récente qui porte le numéro 15/2020 et qui instaure un outil d'évaluation du risque de première ligne, donc vraiment un outil de communication finalement entre les policiers et le parquet pour essayer de repérer mieux les situations les plus à risque, celles qui peuvent peut-être paraître moins graves, passer entre les mailles du filet, mais qui en fait représentent un risque de passage à l'acte majeur, qu'on serait peut-être plus mal équipé jusqu'à présent pour déceler. Et donc, on a cet outil avec une grille d'évaluation du risque. Et on a encore, ça c'est une colle 20/2020, généralisé une bonne pratique qui est la revisite, toujours dans une optique de renforcer la protection des victimes. On prévoit de façon systématique que les services de police se représentent au domicile des victimes après un certain temps pour évaluer un peu l'évolution de la situation avec elle. Donc ça, c'est tout ce qui touche à la violence conjugale. C'est une grosse partie, évidemment, des violences faites aux femmes. Cette notion de suicide forcé, elle n'existe pas en droit belge à l'heure actuelle, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout en mesure de prendre en compte pénalement des faits de ce type-là. On va avoir évidemment l'infraction de harcèlement classique, punissable d'une peine d'emprisonnement de maximum 2 ans. C'est vrai qu'on est assez mal outillé pour prendre en compte les violences psychologiques. Par exemple, dans la notion de coups et blessures classiques, la notion de violence psychologique, du fait de la définition qui est donnée à cette notion de coups et blessures, il n'est pas possible de la prendre en compte. Mais on peut mobiliser des infractions dans certains cas. C'est déjà arrivé, mais ça reste marginal. C'est la jurisprudence qui fait son travail dans certains cas. Dans ce cas d'une personne victime de harcèlement hors contexte de violence conjugale, qui avait donné la mort à son enfant et puis quelque temps après s'est elle-même suicidée en prison. La juridiction qui a eu à connaître de ce cas-là a condamné les auteurs non seulement pour harcèlement, mais aussi pour traitement dégradant et pour homicide involontaire, non seulement sur l'enfant en question, mais pour le suicide de cette dame. Donc ça reste très marginal, mais c'est une façon pour nous d'appréhender ce genre de fait. On pourrait, je vous disais que la juridiction a condamné aussi pour traitement
dégradant, c'est des infractions qui ont à chaque fois le même ordre de peine que le harcèlement. C'est chaque fois un maximum de 2 ans d'emprisonnement, que ce soit pour le harcèlement, le traitement dégradant, ou l'homicide involontaire. On pourrait, dans certains cas, s'intéresser aussi à la prévention de traitements inhumains. Mais il y a toujours une question de preuve, évidemment, qui se pose, puisqu'il faut pouvoir démontrer des violences intentionnelles qui ont causé des souffrances d'une intensité toute particulière. Donc voilà, il n'y a pas de solution sur mesure, mais au détour d'infractions auxquelles on ne pense peut-être pas immédiatement, on peut quand même appréhender dans une certaine mesure ce phénomène. Mais donc l'idée d'envisager une circonstance aggravante du harcèlement me paraît intéressante. Il y a une proposition de loi, j'ai un peu regardé ce qui existait, il y a une proposition de loi de juin 2021 qui existe mais qui n'a eu aucune suite, et qui prévoit, qui propose d'intégrer une telle circonstance aggravante dans le droit belge avec un doublement du minimum de la peine. Mais là, ça me paraît vraiment anecdotique, puisque le minimum de la peine pour harcèlement, c'est 15 jours d'emprisonnement. Donc, on passerait à 30 jours, ça reste en dessous de la réalité. Donc, même symboliquement, je ne suis pas certaine que ce soit très, très porteur. On peut appréhender ce genre de fait via des infractions qui existent déjà dans notre droit pénal, comme l'homicide involontaire. Là, le maximum de la peine, ça reste 2 ans, donc c'est du même ordre que le harcèlement sans circonstances aggravantes. On pourrait parfois s'intéresser peut-être, il y a cette infraction de traitement dégradant, là aussi le maximum de la peine est de 2 ans, mais on peut aller un stade au-dessus vers l'infraction de traitement inhumain, et là il existe une circonstance aggravante qui est celle que les faits ont conduit à la mort de la victime. Donc on pourrait mobiliser cette infraction, et là la hauteur des peines est beaucoup plus importante puisqu'on est dans des peines de réclusion. La peine de base, c'est 5 à 10 ans de réclusion, sauf erreur. Mais il y a quand même toujours une difficulté avec la preuve. Dans l'homicide involontaire, on doit pouvoir rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage. Ça, à la limite, c'est pas difficile, mais du lien de causalité entre le dommage, c'est-à-dire le suicide, la mort de la victime, et la faute commise par l'auteur. Donc c'est pas toujours évident. Idem dans le traitement inhumain qui aurait conduit à la mort. Il faut pouvoir démontrer des violences intentionnelles qui ont causé une souffrance d'une intensité toute particulière. Par contre, on peut tout à fait prendre dans ce cadre-là en compte les violences psychologiques. La loi le permet, mais il faut encore après montrer que c'est bien ce traitement inhumain qui a conduit à la mort. Donc il y a toujours aussi une difficulté de preuve qui se pose à nous. Et alors je voulais encore expliquer une chose intéressante. Dans le harcèlement, il existe déjà 2 circonstances aggravantes. La première, c'est la vulnérabilité particulière de la victime. Et la deuxième, qui peut vraiment être intéressante, c'est le mobile discriminatoire du harcèlement. On fait référence ici à notre législation, c'est essentiellement 3 lois anti-discrimination. Et un des critères protégés par ces lois, c'est le sexe, le genre. Et donc quand on parle de violences qui touchent les femmes parce qu'elles sont des femmes, on pourrait vraiment, mais de nouveau se pose toujours un problème de preuve, il faut pouvoir le démontrer dans le chef d'un auteur en particulier, mais on pourrait mobiliser cette circonstance aggravante pour marquer le caractère genré des faits, le caractère discriminatoire en l'occurrence des faits. Donc ça c'est une ressource aussi pour mettre en évidence cette problématique-là. Et de façon générale, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, on pourrait peut-être plus souvent mobiliser cette notion de mobile discriminatoire sur base du sexe, du genre, mais tout est toujours une question de preuve, c'est ça qui est difficile. Mais si on arrive à démontrer que l'un des mobiles est le mépris de la personne en raison de son sexe, de son genre, eh bien, pour la plupart des infractions, il existe une circonstance aggravante, et c'est le cas dans l'hypothèse du harcèlement. Pour ce qui est de la formation des magistrats,
Comme je vous l'ai dit, la matière des violences conjugales, ça représente quand même 10% de nos dossiers. Donc, un certain nombre de magistrats sont déjà très bien formés et ont développé une expérience, une expertise en la matière. Mais en plus de ça, le législateur a souhaité instaurer une formation obligatoire pour tous les magistrats. Elle se donne pour le moment et donc c'est intéressant parce que c'est l'occasion de remettre le sujet au centre des préoccupations, d'approfondir ses connaissances et puis de relancer une dynamique, un dialogue entre les magistrats sur cette problématique-là. Donc c'est très positif. Par rapport à cette notion de suicide forcé, l'appellation suicide forcé ne me paraît pas très parlante, mais on est sensibilisé de façon générale aux conséquences de la violence conjugale sur les victimes, et notamment dans le cadre de cette formation obligatoire dont je vous ai parlé, on a différents exposés qui s'attachent, que ce soit via le regard des assistants de justice, via le regard de psychologues, via le regard de travailleurs du secteur psychomédico-social. On a vraiment une étude des impacts, donc on est sensibilisé à ça. Par contre, je ne suis pas sûre qu'on ait le réflexe, quand on est amené à lire un procès-verbal de suicide, qu'on ait le réflexe de creuser le contexte qui a pu amener à ce suicide en lien avec la violence conjugale. Donc, je m'explique. Ce qu'il faut peut-être avoir à l'esprit avant tout, c'est que le parquet, loin s'en faut, n'est pas avisé de tous les suicides et encore moins de toutes les tentatives de suicide. La police et donc nous allons être avisés de ce type de fait uniquement dans les cas où on suspecte l'intervention d'un tiers, où on suspecte un homicide caché ou maquillé, ou en tout cas qui n'apparaît pas au premier abord. Et donc dans ce cas-là, on va mener des investigations. Mais dans un certain nombre d'autres cas, on ne va même pas avoir connaissance de ces suicides et encore moins des tentatives de suicide. Quand le parquet, la police puis le parquet ont connaissance d'une telle situation, quand un procès-verbal est rédigé, notre angle d'attaque, ça va être surtout effectivement de mener des investigations pour écarter toute éventualité qu'il s'agisse d'un homicide caché, qu'il y ait en fait l'intervention d'un tiers dans cette mort, mais on va moins penser à creuser pour voir si ce suicide pourrait être la conséquence d'un harcèlement dans un cadre de violence conjugale, puisque cette notion de suicide forcé, vous l'inscrivez dans le cadre de la violence conjugale. Donc là, je pense qu'il y a une place pour la sensibilisation des magistrats. Évidemment, si on va mener des investigations et si dans le cadre de l'audition des témoins, on nous fait part d'un climat de ce genre, alors on va mener des investigations, on va s'y intéresser et on va peut-être mobiliser les infractions dont je vous parlais tout à l'heure pour vous permettre de le prendre en compte. Mais d'initiative, je pense qu'on ne va pas rechercher de façon systématique dans cette direction-là. Donc il y aurait peut-être matière à réflexion, notamment autour du suicide de femmes, qui est quand même moins fréquent et qui a peut-être plus tendance à s'inscrire dans un tel contexte. Il y aurait peut-être matière à mener une réflexion pour qu'on se pose la question de façon plus systématique, pour qu'on investigue dans cette direction-là de façon plus systématique. Je pense que ça n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais c'est clair que dans les cas de suicide avec arme à feu, de suicide où on suspecte l'intervention d'un tiers, là on va mener des investigations. J'ai par exemple un exemple, mais qui ne s'inscrit pas du tout dans la violence intrafamiliale, quoique on aurait pu le suspecter, mais j'ai déjà eu à traiter du suicide d'un jeune par arme à feu dans une école. Là, il est évident que la police est appelée, que le parquet est descendu sur place et qu'on a mené des investigations approfondies pour vérifier qu'il n'y avait pas un contexte de harcèlement à l'école ou de violence intrafamiliale. En l'occurrence, ça n'était manifestement pas le cas. Mais donc voilà, on fait les investigations quand il y a des indices, mais on ne va pas systématiquement creuser dans cette direction-là. Et donc il y aurait peut-être une réflexion à mener, notamment par rapport au suicide de femmes dans un contexte de violence conjugale quand des plaintes sont déposées. Pour ce qui est des tentatives de suicide, là on ne va quasiment jamais être
être avisé et donc jamais être amené à mener des investigations. On va parfois avoir cette information de façon incidente dans des dossiers, alors là plutôt des dossiers civils où il est question de mesures de protection à prendre vis-à-vis des enfants, où il est question de décisions à prendre relativement à la garde des enfants dans des couples séparés. Et là, c'est vrai qu'il y a tout un travail de sensibilisation qui se fait mais qui doit se poursuivre pour éviter une stigmatisation justement de ces femmes, parce qu'évidemment c'est souvent des femmes qui vont être peut-être trop facilement jugées comme fragiles, comme pas protectrices de leur enfant, et on va arrêter l'analyse à ça. Donc il faut pouvoir aussi replacer dans le contexte et comprendre ce qui se joue derrière parfois ces tentatives de suicide ou tout simplement ces hospitalisations à répétition dans des services de psychiatrie, ce qui ne veut pas dire, et j'insiste là-dessus, que la solution est facile, parce qu'on entend parfois des solutions qui viseraient à supprimer le père de ces situations-là. C'est loin d'être aussi facile, c'est extrêmement complexe et il faut faire malgré tout avec, dans ce cas-là, la fragilité qui est indéniable de ces mamans qui vivent dans ce contexte de violence conjugale. Donc, déceler, analyser, remettre en contexte ne veut pas dire que la solution sera facile. Au contraire, c'est vraiment une difficulté à laquelle on est très très souvent confronté. Dans le cadre de notre outil d'évaluation du risque, de cette grille qu'on a mis au point pour détecter les situations les plus à risque, on prend en compte ces situations où la victime tente de se suicider ou menace de se suicider. Donc on prend en compte comme un élément de dangerosité dans la situation l'état psychologique dégradé de la victime et donc notamment les appels à l'aide sous la forme de tentatives de suicide ou de menaces de suicide, et on les prend évidemment en question aussi dans le chef de l'auteur. Lorsque le suspect des violences menace de se suicider et encore plus lorsqu'il menace d'emmener les enfants ou le conjoint avec lui dans la mort, c'est vraiment un des critères qui doit nous amener à être extrêmement attentifs à la situation et à réagir de manière extrêmement protectrice. Donc c'est un élément qu'on prend quand même en compte dans le cadre de notre évaluation du risque des situations.